aussi. On a des politiques, des responsables publics qui sont inventifs. Inventif, vous les trouvez inventifs? Non, je sais pas. Je sais pas, la dernière réunion, c'était juste pour fixer la date de la réunion. La date de la prochaine. Et le numéro de la salle. Moi, je trouve pas ça très inventif. Non, je trouve ça nul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a des politiques et des autorités économiques qui sont nuls. Ce qui est vraiment spécifique de la France, c'est pas tellement la nullité des élites, elles sont nulles partout en ce moment. Je veux dire, ce qui m'inquiète en fait au stade actuel. Qu'est-ce qui vous inquiète? Ce qui m'inquiète vraiment, c'est le déni de réalité. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas capables de commencer à... Mais qui sont ces gens? C'est des gens qui sont là aux commandes, c'est un mélange, c'est une sorte d'oligarchie très complexe. Ce qui s'est passé dans les 20 dernières années, c'est la montée en puissance d'une caste de super riches, mettons les 1% les plus riches de la population, je veux dire qui s'appuient sur une idéologie dominante, ultralibérale, qui sont aux commandes des banques, de l'État, des agences de notation. Qui ont mis la main sur les États? Absolument, les États, je veux dire, le jeu entre les agences de notation et les États est un jeu pervers. Les États font semblant, les États contrôlés par ces super riches font semblant d'être affolés et utilisent le problème de la dette pour rançonner les populations. Donc il faut tout décoder. Vous vous trouvez dans un désastre financier sans précédent. Nous mettons en risque la croissance mondiale dans son ensemble. Et vous me dites, est-ce qu'il faut continuer ça? Je vous dis, est-ce qu'il faut continuer la ligne Maginot? J'ai longtemps dit que l'euro c'était une ligne Maginot, qu'on allait se retrouver avec les Allemands à Paris, et que c'est simplement quand les Allemands seraient à Paris qu'on se rendrait compte que la ligne Maginot était un désastre. L'euro est une ligne Maginot, c'est une manœuvre défensive pour empêcher la domination de l'Allemagne sur l'Europe, et comme tous les crétineries faites par ces hommes politiques français ou technocrates français, on a bâti un système pour empêcher la domination de l'Allemagne, moyennant quoi l'Allemagne n'a jamais été aussi dominante qu'aujourd'hui. Maintenant que la crise, telle que je peux montrer des vidéos de moi qui remontent à il y a 3 ans, je suis pas un expert économique, et j'ai dit voilà, le renflouement de la crise de 2008 va amener un rebond aggravé, puisque s'ils ont fait tout le contraire de ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire à l'époque on n'était pas 36 à le dire, aujourd'hui tous les économistes qui veulent rester crédibles sur le marché je dirais, de l'économie financière et du business, c'est-à-dire Gave, l'autre, je ne sais plus son nom... de la marche, disent la même chose que moi parce qu'il en va de leur crédibilité d'expert. C'est-à-dire que maintenant que on est à 2 doigts de l'effondrement final de toute cette escroquerie de fausses monnaies très bien décrite par Fekete, ils disent enfin la vérité. Ils disent voilà, l'Union Européenne est une escroquerie, une connerie dès le départ. Moi je me rappelle que je militais pour le non au Parti communiste à l'époque. Voilà, il y a une cohérence sur la durée. Ces gens-là, non. Ils étaient tous pour le oui, l'Union Européenne. Et à l'époque, d'ailleurs, il y avait le PC et le FN qui étaient pour le non. Pas Mélenchon, pas le PS, pas le NPA, etc., etc. Enfin, les trotskistes, etc. Voilà. Donc maintenant, tous les économistes sérieux, pour rester crédibles par rapport aux gens qui écoutent leurs expertises pour investir et faire du pognon, admettent ce que les gens honnêtes disaient depuis très longtemps, moi, mais des tas d'autres, Jovanovic, etc., c'est que tout ça va s'effondrer parce que c'était dès le départ un montage foireux et absurde, comme je l'ai démontré, comme d'autres le démontrent. Je l'ai même démontré par la topologie pour m'amuser à un moment donné, etc. Voilà. Donc, on a même Giscard d'Estaing qui dit que tout ça est une manipulation américaine de Wall Street et que les agences de notation AAA est une escroquerie des banques qui marchent là dans la main. C'est-à-dire que même Giscard d'Estaing, parce qu'il va bientôt mourir et que le château va s'effondrer, veut faire le prophète, le petit prophète, c'est-à-dire oui, tout ça est une grosse arnaque, parce qu'effectivement l'arnaque va être éventée demain. On dit souvent que juste après l'Italie, il y a la France. C'est faux. C'est pas tout à fait exact. Dans la spéculation, peut-être. Vous savez que tout ça est manipulé, ça je le dis à votre... Ah bon? Naturellement. On est manipulé. Bon, on est complètement manipulé. Oui, vous le dites, j'espère, le matin. Vous avez des banques, vous avez dans le monde des banques et des officines dont le travail est d'organiser la spéculation en Europe. Elles sont américaines en général, elles sont pas européennes, et c'est leur travail. Le matin, on dit quel bonnet attaque-t-on. Mais ils ont contribué, collaboré et aidé par leur trahison à amener cette arnaque pendant 30 ans de leur vie. C'est ça qui est incroyable. Donc si ces gens-là le disent, quelque part, ça veut vraiment dire maintenant qu'il n'y a plus de doute, quoi. C'est-à-dire que... Alors après, la question... Parce que là, je fais référence à une vidéo, enfin une intervention toujours excellente d'Emmanuel Todd, parce qu'il est toujours très bon. Alors le problème d'Emmanuel Todd, c'est comme Michéa, c'est qu'il est très bon, mais il va jamais au-delà
d'une certaine grille et d'une certaine limite. C'est-à-dire que là, par exemple, il est sur, voilà, l'Union européenne a servi les intérêts allemands, et l'euro a été le moyen de, comment dirais-je, de mettre à genoux dans la compétition intra-européenne les autres pays pour faire de l'Allemagne le super pays dominant de l'Europe, etc. Et la réalité, c'est que la politique économique allemande nous met en situation d'avoir un déficit commercial important. C'est ça qui fabrique la dette, et c'est pour ça qu'on ne peut pas traiter la question de l'euro sans traiter la question de la politique allemande en Europe. Moi, je considère que Sarkozy n'est plus vraiment au pouvoir, en fait, sur les questions économiques. Ah bon ? Oui, je pense que c'est Juppé-Fillon. Maintenant, je fais un seul mot, j'ai Juppé-Fillon qui est au pouvoir, parce que ça, c'est la vieille droite française, germanophile, germanolâtre, obsédée par la question je dirais, de la rigueur. Ça renvoie après aux sorties de Montebourg sur, voilà, on retourne à Bismarck, l'Allemagne, sa volonté hégémonique, etc. Et on montre du doigt la méchante Allemagne. C'est sur notre ruine que l'Allemagne fait sa fortune. La question, finalement, du nationalisme allemand qui est en train de ressurgir à travers la politique à la Bismarck de Madame Merkel. Et moi, ce qui me fait marrer, c'est que ces gens-là vont jamais jusqu'à dire qu'en fait, même si l'Allemagne joue ce jeu-là, les gens que le blocage et que la stratégie de Merkel a permis de mettre en place à la place de Berlusconi, en Grèce, etc., c'est pas des Allemands, c'est des cadres de Goldman Sachs, hein, c'est-à-dire de la banque de Wall Street, dont le patron est Lord Blackstone, qui dit bien « je suis un banquier qui accomplit le projet de Dieu ». Et là, je me dis, le problème de tous ces analystes économiques, c'est soit parce que leur grille de lecture, un peu comme, si je faisais un parallèle, comme Bricmont, étant des matérialistes et je dirais des positivistes, ils n'arrivent pas à aller au-delà, parce que leur vision du monde ne leur permet pas, ou alors c'est parce qu'ils n'ont pas le courage et qu'ils ont la trouille, ils sont toujours sur leur logiciel, effectivement, matérialistes, économistes, etc. Or, moi, je prétends qu'il y a une porte qu'on peut ouvrir et qui va bien au-delà, c'est que ce chaos économique qu'on nous présente comme l'incompétence de nos élites et leur stupidité, je dis que c'est faux. Il y a l'incompétence de nos élites au niveau de Jacques Delors, c'est-à-dire du crétin exécutant. Jacques Delors étant un peu le Louis Alliot de l'Union européenne. Mais au-dessus, il y a des gens qui avaient un projet, et ce projet est explicite. Il est explicite déjà chez les Rothschild, il est explicite aujourd'hui dans les conférences de Attali et de Adler qui dit « nous y sommes presque hein ». Voilà. Il est explicite quand on voit effectivement le lien religieux qu'il y a entre la haute finance judéo-sioniste et leur vision eschatologique et leur vision religieuse, et que ce sont des religieux. Et là, moi je dis, il y a une lecture kabbaliste qu'il faut faire, et c'est pas moi qui l'a fait, ce sont les maîtres du nouvel ordre mondial qui la font eux-mêmes, et que n'ose pas faire Todd, peut-être parce qu'il a un grand-père rabbin, ou parce qu'il ne veut pas perdre son boulot, et pouvoir continuer à inviter à RMC, je ne sais pas, ou parce que ces catégories de positivistes matérialistes ne lui permettent pas d'aller au-delà et de voir le monde de façon un peu plus vaste. Mais il est évident aujourd'hui que si on veut aller au-delà de cette analyse qui dit que nos élites sont idiotes et qu'elles ont fait n'importe quoi, je crois, moi, que c'est pas vrai. Les super élites ne sont pas du tout idiotes et ont accompli un projet qui est effectivement le projet de gouvernement mondial par une stratégie du chaos, qui est exactement celle que je décris dans Comprendre l'Empire, et qui, en dernier lieu, est une stratégie kabbaliste. C'est-à-dire que la Kabbale ne dit pas ce que Dieu est, mais ce que Dieu veut. Et qu'est-ce que le Dieu de la Kabbale veut ? Il veut que son peuple élu accomplisse un projet de domination mondiale, et il dit bien qu'il doit l'accomplir par le nombre et par le verbe. Hein, voilà. Et là, on a derrière la stratégie de Wall Street, la stratégie du capitalisme financier mondialisé, la stratégie de la dette organisée, et cette stratégie, effectivement, de prise de contrôle du monde par une communauté qui accomplit le projet que son Dieu a exigé de lui. Et ça, cette compréhension intégrale de ce qui s'accomplit en ce moment, on la trouve pas chez Emmanuel Todd, il s'arrête en cours de route. On ne la trouve pas chez Michéa, il s'arrête en cours de route. On ne la trouvera pas chez Louis Alliot, ça c'est sûr. On ne la trouve pas dans les critiques de Ramadan. On la trouve chez Sheikh Imran Hossein, chez Alain Soral, et de l'autre côté, chez Attali, chez Adler, quand on lit bien ce qu'ils écrivent, dans les textes que co-signaient le Rav Bernheim et Finkielkraut dans Le Monde il y a déjà plusieurs années, que moi j'ai bien lu et identifié à l'époque, il faudrait faire le travail pour les retrouver. Et tout ça nous renvoie au projet kabbaliste, hein, c'est-à-dire au sommet, comment dirais-je, de l'initiation, de la compréhension et de l'intelligence, comment dirais-je, de la religion vétérotestamentaire et de son projet original et final.
et qui fait que nous sommes réellement proches de la fin des temps. Voilà. Et que là, je renvoie effectivement à ma convergence avec l'islam tel que le conçoit, l'utilise et le propage Cheikh Imran Hossein. Je renvoie aussi à ma position finalement de traditionnaliste catholique, c'est-à-dire à l'Apocalypse de Jean, à la lecture qu'en fait Jovanovic, etc., etc. Et là, je pose la question quelque part au Emmanuel Todd ou au Michéa, est-ce que vous n'avez pas les moyens d'aller au-delà, ou est-ce que vous n'avez pas le courage d'aller au-delà? Mais me dites pas que moi je suis un délirant, c'est que les super élites mondialistes vont au-delà, elles le font. Ils sont tous kabbalistes, hein, voilà, soit soumis au kabbalisme, soit kabbalistes. Et ils le disent pratiquement, parce qu'effectivement, par la théorie des sas et des initiations, ils savent que ça sera entendu que par ceux qui ont les oreilles pour entendre. Mais moi, je l'ai entendu, et ils l'ont dit. Voilà, c'est clair. Et je dis aujourd'hui, la clé de compréhension de cette crise, qui ne nous dit pas cette crise est un chaos qui prouve l'incohérence et la stupidité de nos élites, mais qui nous dit nos super élites sont au contraire très rigoureuses, très intelligentes dans leur stratégie, ce qui nous donne la clé et qui fait que ce monde a en réalité un sens, n'est pas un chaos, mais finalement un monde qui, selon la Kabbale, est un monde où règnent les nombres, avec un sens mystico-ésotérique absolument clair, c'est-à-dire qu'il est tout sauf chaotique pour ces gens-là, il s'accomplit impeccablement, et cette clé de lecture, c'est la Kabbale. Voilà, donc intéressez-vous à ce que dit, ce que veut, comment fonctionne la Kabbale. Il y a des vidéos sur Internet, allez-y, etc. Et voilà, de ce point de vue-là, effectivement, je dirais même que j'ai un très grand respect pour les kabbalistes. Ce sont en ce moment les maîtres du monde. Voilà, vous voyez, ce sont des apprentis sorciers, peut-être, mais qui sont en train d'arriver à leur fin, tu vois, à leur fin dernière. Ce sont les seuls qui y arrivent en ce moment. Nous tous sommes des spectateurs, des victimes ou des idiots. Enfin, je veux dire, voilà, avec nos petites grilles d'analyse, nos petites conternations, etc. Eux, là où nous voyons un chaos et une souffrance, voient, comment dirais-je, le projet d'une plénitude et une harmonie. Ils sont les seuls en phase avec le monde actuel, il faut bien le comprendre. Hein ? Là, je reprends Emmanuel Todd. Non, nos élites ne sont pas stupides, c'est pas incohérent, c'est pas n'importe quoi, on ne veut pas t'écouter, Emmanuel. On ne veut pas t'écouter parce que ce que tu dis est très en dessous de la réalité de l'analyse qu'il faudrait produire. Les kabbalistes, eux, regardent l'avenir avec un sourire et voilà, et un regard éclairé et lumineux. Je le sais, je l'ai vu. Voilà. Et c'est pour ça qu'en dernière instance, je dis, je ne suis pas un religieux, mais je suis un mystique. C'est clair, parce que je vois ça. Je le comprends. Je le ressens, je l'intuitionne, je l'analyse et je le découvre. Et ça fait longtemps. Voilà. Pour clore sur cette partie très importante, voilà, sur la vérité de la période actuelle, se comprend en dernière instance comme cohérence, c'est-à-dire comprendre, expliquer, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans l'épistémologie génétique les systèmes explicatifs en inclusion, ce que Todd a du mal à comprendre avec sa grille de lecture positiviste et non positiviste s'explique à un degré supérieur par les kabbalistes, qu'ils s'intéressent à la Kabbale. Voilà. Mais quand les démocraties s'endettent, il faut en payer le prix, c'est-à-dire il faut rembourser. Il faut rembourser. Et on a beau manifester, la dette, elle est là, on l'a faite de façon démocratique, si on veut bien croire. Il faut la rembourser. Par des erreurs passées, par des erreurs originales. Des erreurs originales que les peuples portent, parce que démocratiquement, ils ont élu et ou réélu les gens qui ont augmenté cette dette. Il fait son boulot, comme Bernard-Henri fait son boulot. Eux, ils sont bien des pions de cet être collectif qu'il faut comprendre comme un être collectif, exactement comme on admettait qu'il y avait, la bourgeoisie était une classe et une logique de classe. On ne disait pas que c'était une addition de bourgeois. Le bourgeois individuellement, je vais reprendre l'exemple de Louis Alliot, est bien trop con pour comprendre le génie de la bourgeoisie. Mais le génie de la bourgeoisie s'accomplit historiquement, collectivement. Exactement comme la fourmi fait n'importe quoi individuellement, mais quand tu prends du recul, la fourmilière, elle, est d'une intelligence implacable. Et cette intelligence passe par les exécutants fourmis. Et bien c'est pareil, il y a une communauté qui est un être collectif, et qui accomplit son génie historique de domination très au-delà de la conscience de ces individus. Cette conscience d'ailleurs étant progressive selon des sas hiérarchiques. C'est-à-dire à la base, il y a celui qui comprend rien, qui en général est à la LDJ, et puis en haut, il y a celui qui comprend tout, qui est un kabbaliste, plus ou moins discret, voilà, à la Attali ou à la Adler, ou d'autres, voilà, ou à la Rabbin Bernheim, quoi, voilà. Mais de comprendre les logiques globales au-dessus des individus et qui n'impliquent pas forcément les individus dans leur conscience. C'est ça qui est important de comprendre.
Moi, de ce point de vue-là, par exemple, je suis un Français qui accomplit un destin de Français qui me dépasse. C'est ça que je veux dire. L'idée du choix individuel, personnel, cette petite vision médiocre, n'existe pas dans la réalité anthropologique que comprend bien d'ailleurs la tradition ou la sociologie réellement fine. Hein. C'est-à-dire, voilà, il y a des êtres collectifs, il y a des appartenances collectives. C'est très bien. C'est ce qu'essayait d'opposer d'ailleurs à Freud, Jung. Hein. C'est l'inconscient collectif, ça existe. Hein, voilà. Et il faut en tenir compte. Et ça dépasse l'individu, c'est-à-dire que l'individu n'est pas responsable souvent. Ça le dépasse. Mais il n'empêche malgré lui, il accomplit cette chose. Voilà. Oui, donc Attali, en tant que membre d'élite d'une communauté organisée qui a un projet, fait son boulot. Il dit les peuples doivent payer la dette parce qu'ils sont responsables, puisqu'ils ont élu démocratiquement des gens, donc ils sont responsables. Il fait son sale boulot d'usurier qui vient chercher le pognon. Ça rappelle un peu la situation de la Pologne de l'époque féodale, vous voyez. Et BHL fait son sale boulot quand il pacifie de manière absurde, quelque part, selon les critères de Todd ou des droits de l'homiste, qu'il pacifie de manière absurde la Libye. Il le fait, il l'a bien dit à l'espèce de cérémonie du CRIF qui avance de plus en plus démasquée à mesure que se rapproche effectivement la promesse kabbaliste. Il dit bien, j'ai accompli ce projet de mise à mort de Kadhafi, de destruction de la Libye, en tant que juif, et pour Israël. Il l'a bien dit. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous avez dit à ce propos, il y a quelques jours, que vous vous étiez engagé en Libye en tant que juif, et que si vous n'aviez pas été juif, vous ne l'auriez probablement pas fait. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je n'ai pas dit ça tout à fait comme cela. Ça a été tiré de son contexte. J'ai dit devant une assemblée du CRIF, devant une assemblée des institutions représentatives juives en France. Je leur ai dit que l'universalisme et l'humanisme juif tel qu'il les a façonnés et tel qu'il m'a façonné aussi commandaient de se porter au secours de ces révolutions arabes. Dernière question, on sait que vous êtes très attaché à l'État d'Israël, à sa survie, à son existence et à sa vie dans la paix. Est-ce que ces bouleversements dans les révolutions arabes, et notamment en Libye, ne menacent pas la stabilité de l'État d'Israël ? Attendez, je suis plus que très attaché, je suis inconditionnellement attaché à Israël. Je suis un ami inconditionnel d'Israël. Et c'est à ce titre que je vous dis qu'au contraire, ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. Ce qui est incroyable, quand je parle là de malheureusement d'être collectif, c'est que ce juif usurier et ce juif menteur, manipulateur et fauteur de guerre, parce que c'est la réalité de ce qui est dans Henri Lévy, et c'est ce qui est la réalité de la fonction objectivement que revendique Attali, sont en train d'incarner des personnages au cœur même de l'antisémitisme éternel. Et est-ce que ces gens-là se rendent compte, quand ils font ça, des dégâts qu'ils peuvent provoquer sur la remontée de l'antisémitisme et des incidences que ça peut avoir sur ce que j'appelle les juifs du quotidien et le petit peuple juif, qui n'a même pas conscience de tout ça. C'est-à-dire que je pense que des Attali, des Bernard-Henri Lévy, des Adler, etc., en ce moment, font un énorme travail pour la remontée de l'antisémitisme, car ils incarnent de manière obscène et incontournable les caricatures juives telles que les antisémites les ont toujours montrées. Le menteur, manipulateur, fauteur de guerre et l'usurier. Voilà. Et j'aimerais bien que les juifs du quotidien, les juifs qui sont juifs culturellement par hasard ou dans un autre projet, disent bien nous n'avons rien à voir avec ces gens-là et qu'ils ont conscience que ces gens-là, à terme, les envoient au casse-pipe, que ce sont leurs pires ennemis. J'aimerais bien que la communauté juive qui nous a donné Karl Marx, qui nous a appris la réalité des antagonismes de classe, malgré notamment les appartenances à un même peuple, intègre finalement ce concept qu'ils n'ont finalement jamais intégré à cause de leur tribalisme, qui est les antagonismes de classe à l'intérieur d'une même communauté. Je pense que Attali, Bernard-Henri Lévy sont les ennemis, les pires ennemis de la communauté juive de base. Ce sont leurs pires ennemis. Malheureusement, la communauté juive de base, ou les élites même d'ailleurs conscientes juives, comme des Ronnie Broman, n'osent pas aller suffisamment loin dans la critique de ces gens-là, en montrant qu'ils le font par tribalisme et au nom du projet de domination juif, parce qu'ils n'osent jamais aller jusque-là, soit parce qu'ils ont quand même un reste de solidarité tribale, soit parce qu'ils ont peur de ce qu'on appelle finalement les tribunaux rabbiniques, c'est-à-dire du châtiment que subit un membre de la communauté qui finalement se comporte en honnête homme, c'est-à-dire dit la vérité au-delà de l'intérêt et de la solidarité tribale.
Et le vrai problème aujourd'hui est là, il serait temps, Zemmour le fait un peu, je le reconnais, que les juifs intelligents prennent conscience que des Bernard-Henri Lévy et des Attali, par le travail qu'ils font en ce moment, sont bien plus que Le Pen, évidemment, et que le Front National, les agents de la remontée de l'antisémitisme, et que ces gens-là, ces élites, comment dirais-je, mondialistes à la Attali et à la BHL, envoient sans aucun scrupule leur peuple au casse-pipe, exactement comme les élites bourgeoises françaises, pour des raisons d'intérêt du capital, ont envoyé la paysannerie française au casse-pipe dans la guerre de 14, dans les tranchées, quoi. Je veux dire, on en est à peu près là. C'est-à-dire qu'il y a de violents antagonismes de classe à l'intérieur de la communauté juive qui ne sont pas identifiés, qui ne sont pas dits, à cause du tribalisme juif qui est quand même une réalité, et à cause de la trouille, de la trouille et de la violence communautaire qui existe. Car il ne faut pas oublier qu'un juif qui se révolte contre sa communauté et qui dit la vérité, le bien et l'universel par rapport à l'intérêt tribal bien compris, est châtié par sa communauté. Et voilà. Et là, c'est un... Comment dirais-je, c'est plus qu'un risque que je prends. Je dis voilà, il serait temps, effectivement, que des juifs universalistes, intelligents, et même ayant la conscience de l'intérêt supérieur de leur communauté comme masse, et non pas des élites communautaires qui envoient au casse-pipe leur base pour rebondir éternellement, parce que ça s'est vérifié dans l'histoire, disent bien qu'il faudrait que Attali arrête d'incarner jusqu'à Lali l'usurier juif dans toute son obscénité antisémite, et que Bernard Lévy arrête d'incarner le juif menteur et fauteur de guerre dans toute sa caricature et son obscénité antisémite. Parce que malheureusement, c'est très difficile après de lutter contre la remontée de l'antisémitisme, évidemment. Et le problème de ce point de vue-là n'est sûrement pas ni Le Pen père, ni même Marine Le Pen. La cause première de la remontée réelle de l'antisémitisme aujourd'hui, qui a amené d'ailleurs de la colère d'un Dieudonné, est évidemment à chercher du côté de Bernard-Henri Lévy et pas de Jean-Marie Le Pen. C'est une certitude. C'est honnête de dire ça, et c'est une fois de plus une position égalité-réconciliation. C'est la réconciliation sur le projet national, sur les valeurs universelles, sur la morale, sur le bien. Voilà. On n'est pas obligé d'être solidaire de salopard de sa communauté. Vous voyez ? Un Allemand n'est pas obligé d'être solidaire d'Hitler, un Juif n'est pas obligé d'être solidaire de Bernard-Henri Lévy ou de Attali. Et d'ailleurs, l'autre jour, j'entendais un con qui disait que Bobby Fischer était forcément fou parce qu'il avait critiqué les élites juives mondiales et qu'il était forcément fou parce qu'il était lui-même juif de père et de mère. The Jews totally control the U.S. The U.S. government is a facade. There is no U.S. government as people think of it. It's just a puppet in the Jews' hand. It's a plaything for the Jews. And now, it used to be the Jews were sort of hiding in the background a little bit, but under the Clinton administration, they've come right out in the open. They've got all the top positions openly now. Eh bien, on peut être juif de père et de mère et critiquer la stratégie de domination des élites juives mondiales, comme on peut être allemand de père et de mère et critiquer la saloperie nationale-socialiste d'Hitler. Donc, quand un juif fait cette remarque, c'est un juif qui fait un truc, ça veut dire qu'en gros, le tribalisme, la solidarité tribale est la règle. Un type qui fait passer la vérité et la morale universelle au-dessus de la solidarité tribale, pour un juif moyen, est un fou. Non, c'est pas un fou, c'est un honnête homme. Il serait temps que ces catégories soient intégrées par les gens qui prétendent toute la journée nous donner quand même des leçons de droits de l'homme et de démocratie. Puisque cette communauté, par ailleurs, est très haut placée dans ces catégories et dans ces instances-là. Sinon, forcément, il y a une contradiction violente qui s'exacerbe et qui, à un moment donné, selon la loi hegelienne de l'histoire, pètera d'une manière ou d'une autre. Voilà, alors je sais très bien que les Attali et les BHL qui le savent, ils ont déjà trouvé le bouc émissaire, c'est le musulman. Et ils ont en plus comme alliés là-dedans le Qatar, l'Arabie Saoudite, ceux qu'ils ont mis en place en Libye, etc. Enfin voilà, c'est cette tragédie et cette complexité du monde qui fait que malheureusement, les tapins, les idiots utiles, il y a le diable et ses diablotins, et voilà, c'est pour ça que la situation est complexe, dangereuse, et qu'en ce moment d'ailleurs je ne subis aucune attaque des sionistes. Je devrais dire les talmudo-sionistes, parce que ces gens-là sont des talmudo-sionistes, mais par contre beaucoup d'attaques de musulmans sur une ligne sunnito-qatari, c'est pas un hasard, c'est le diable sait, comment dirais-je, me fouetter avec un très long fouet, exactement comme on doit dîner avec lui qu'avec une très longue cuillère. Mais je ne suis pas dupe, et je pense que mon analyse est vraie.
Et ma catégorie, en dernière instance, c'est la vérité. Je pense que, voilà, s'il y a une catégorie que j'essaye d'incarner et qui transcende tout, c'est le plaisir auquel je sacrifie pratiquement tout, de dire la vérité. Voilà. Je pense que là, je viens de dire la vérité sur cette question éminemment dangereuse qui fait péter de trouille tout le monde. Voilà. Sauf, évidemment, Dieudonné, un certain professeur, et Ahmadinejad, et des gens, effectivement, ou Cheikh Imran Hossein, qui ne sont pas dans la sphère de soumission dans laquelle nous sommes nous. Parce que si je ne peux pas dire ça aujourd'hui, c'est parce que nous sommes victimes d'une domination. C'est parce qu'il y a la schlag. C'est pas parce que la raison ne le permet pas, ou l'histoire ne le permet pas, ou l'intelligence ne le permet pas. C'est parce que dire ça, c'est risquer d'être puni par nos maîtres. C'est tout. Ce qui dit bien d'ailleurs qui sont nos maîtres. Et pourquoi Marine Le Pen, pour avoir le droit d'avoir le tampon républicain pour se présenter aux élections républicaines, doit passer par M. Prasquier et Le Crif, qui sont quand même pas tout à fait, normalement, si on comprend ce que c'est que la démocratie et l'universalisme républicain, les gens, normalement, qui ont la meilleure, le meilleur logiciel et le meilleur positionnement pour donner non seulement des leçons, mais des brevets de républicanisme. Nous sommes dans un monde totalement inversé et satanique, qui soit est absurde pour Emmanuel Todd s'il se pose cette question, mais d'ailleurs il préfère l'éviter, et être sur la diabolisation de l'Allemagne. Et c'est pas la première fois finalement qu'on fait porter à l'Allemagne le masque du diable pour le processus mondialiste, ou alors si on trouve ça absurde et qu'on ne peut pas plus trouver ça absurde, car je pense que le monde n'est pas absurde, une fois de plus j'ai dit tournez-vous vers la Kabbale et la compréhension et la lecture kabbaliste du monde. Et là j'attends effectivement les commentaires d'Emmanuel Todd sur cette question, et qu'il aille un peu plus loin que sa diabolisation de l'Allemagne en ce moment, lui d'ailleurs, ou comment il s'appelle là, celui qui monte au Parti Socialiste, là, qui n'est pas mauvais par ailleurs. Montebourg, voilà, oui. Les Allemands ne font jamais que porter la responsabilité finalement pour Goldman Sachs. Et c'est pas la première fois, on est déjà tombé dans le piège. Voilà, le problème est très au-delà de l'Allemagne. Voilà. Casapande a invité un de nos camarades, là, qui est Zéron, à faire une exposition de ses dessins politiques là-bas. Et j'avais longtemps que je voulais aller rendre visite à Casapande, parce que c'est un exemple finalement de mouvement social non gauchiste et anti-gauchiste très intéressant, parce qu'ils sont estampillés d'extrême droite par les médias dominants, ce qui est plutôt bon signe. C'est-à-dire qu'au moins ce sont des dissidents, mais surtout ils incarnent, eux, parce que c'est conforme à l'histoire italienne, notamment à la réalité du fascisme italien, une dimension très populaire et très sociale, avec en plus une dimension avant-gardiste. C'est-à-dire que contrairement à l'extrême droite française qui est réactionnaire et ringarde, un peu comme Louis Alliot, qui incarne le fond du panier de la bêtise, et c'est l'inverse même du génie français. Chez Casapande, c'est ce qu'on peut appeler d'ailleurs c'est vrai, ce sont des néo-fascistes, il faut le reconnaître. Eux, c'est très impliqués socialement, c'est-à-dire ils font de la récupération de locaux vides à cause de la spéculation immobilière pour y loger des familles déshéritées, etc. Et artistiquement, d'avant-garde. Ils font de l'avant-garde esthétique et du social. Et de ce point de vue-là, ils sont sur la ligne de la République de Salo. Il faut lire la Constitution de la République de Salo, il n'y a pas une ligne à changer, quoi. C'est sur le plan du paplard. J'aimerais bien que Besancenot nous explique ce qui changerait comment dirais-je, à la Constitution de la République de Salo. Je pense qu'il n'a pas la culture d'ailleurs pour répondre. Et de toute façon, lui, ça fait partie des connards que j'ai pas pu flinguer à l'époque, parce que Louis Alliot est allé finalement à ma place faire l'idiot utile du gauchisme. Mais j'avais promis que je me payerais Besancenot, ça a mis 5 ans pour ce qu'il avait fait à l'époque. On l'a eu, il n'existe plus Besancenot. Il n'a pas tenu le choc. Avec des insultes contre les juifs, contre les francs-maçons, contre les communistes. Alors je ne sais pas s'il vient de la gauche, mais franchement, on vous le laisse. On vous le laisse sans problème. Mais comment vous avez cette extrême droite-là, j'ai toujours combattu, je la combattrai juste au bout. Non, mais c'est bien. Voilà, donc la question, on ne peut même plus lui poser parce qu'il ne peut même plus y répondre. Voilà. Et donc pour revenir à Casapande, j'ai rencontré là-bas un vrai mouvement social de jeunesse avant-gardiste, antimondialiste, sur une ligne non raciale, enfin tout le contraire de Louis Alliot, la tanche, là, et infiniment respectable. Et nous avons participé à une manif avec eux à Naples contre le nouveau président italien, qui est bien pire que Berlusconi, puisque c'est directement un agent de Goldman Sachs, quoi, et du FMI,
Donc on voit que la mise au pas s'accélère. Et je fais plusieurs constats. Je dis, pour moi, Casa Pound est un modèle pour je dirais l'anti-gauchisme militant français de combat. C'est bien mieux que tout ce qu'il y a en France. Hein. Et puis c'est la même ligne qu'égalité et réconciliation au niveau du logiciel idéologico-politique. En revanche, ce qui me paraît évident, c'est que faire ce qu'ils font eux là-bas est impossible en France. Parce que là-bas, on les laisse un peu exister. En France, on subirait une telle violence immédiate si on faisait de la réquisition de locaux sans se réclamer du DAL ou de ces trucs, pareil, toujours sous contrôle trotsko-gauchiste. On se ferait massacrer immédiatement par la force étatique, la police, etc. Donc je suis très admiratif de ce qu'a fait Casa Pound, mais c'est impossible en France à cause de l'histoire de France, hein, et à cause de la toute-puissance du gauchisme, comment dirais-je, talmudo-trotskiste, qui nous massacrerait si on essayait de le faire. Donc malheureusement, nous, on peut faire de l'Internet, de la pédagogie, mais très peu de terrain et très peu de social, malheureusement. Hein, c'est un constat. Et ce que je remarque quand je dis ça, qui était déjà mon analyse, c'est que depuis quelques jours, il s'est passé quelque chose en Italie. C'est que Berlusconi a été viré, et Berlusconi avait une espèce de sympathie pour Casa Pound, car en fait, en tant qu'Italien, car il est italien, il respectait cette jeunesse combattante, car il savait qu'elle était le meilleur de l'Italie. Il en avait conscience. Donc il y avait un petit consensus qui laissait un petit peu Casa Pound exister, par le respect qu'à celui qui n'a plus le courage d'incarner la grandeur romaine pour ceux qui l'incarnent encore. Et malheureusement, avec la mise au pas de l'Italie par ce nouvel ordre mondial kabbalisto-mammonique dont j'ai parlé tout à l'heure, maintenant que le pouvoir a changé en Italie et que c'est plus Berlusconi, c'est bien pire. Et là vient de se passer, il y a quelques jours en Italie, quelque chose qui est de l'ordre des opérations, ce qu'on appelle opération Monarque, comme on a vu en Norvège. C'est un dingo qui avait participé à des tables rondes en tant qu'auteur de science-fiction à Casa Pound, c'est-à-dire qui s'était montré à Casa Pound et qui depuis quelque temps était psychiatrique et avait une autorisation de port d'armes, a tiré dans la foule sur des sans-papiers africains. C'est-à-dire exactement ce qu'il faut pour griller le mouvement sur le terrain racial et de la violence, alors qu'ils sont non racistes et pas du tout violents, mais sur le social. Et ça, comme par hasard, ça arrive immédiatement après la prise de pouvoir de ce cadre de l'empire mondialiste, dont je ne veux même pas me souvenir le nom, là, qui vient de prendre le contrôle de l'Italie. Et qui est une opération, effectivement, typiquement, comme on sait les monter en France, et ailleurs, hein, où on instrumentalise des dingos, pour des opérations, effectivement, de déstabilisation, de discrédit. Et là, on dit donc maintenant que le mouvement Casa Pound, qui est un mouvement social et d'avant-garde, de pédagogie et de formation, sérieux, vraiment irréprochable, et très rigoureux, dans lequel d'ailleurs il y a plusieurs Français. C'est ça qui était intéressant, c'est que finalement il y a à Casa Pound des militants qui, sachant qu'on ne peut pas le faire en France, l'ont fait en Italie avec les Italiens. Donc il y a une dimension française dans Casa Pound, ce qui est assez rassurant. Une dimension française, on va dire proudhonienne, sorelienne, etc. Donc c'est aussi ça que j'ai vu, c'est qu'il y avait des Français à Casa Pound. Et là, la diabolisation en Italie, c'est que Casa Pound est un mouvement d'extrémistes armés qui tirent sur des Noirs. Voilà, et ça, c'est typiquement le genre de truc. Et donc, pour accroître la violence de répression anti-Casa Pound, les discréditer et surtout l'essayer de les détruire, hein, puisque c'est des squats en général, très bien tenus d'ailleurs, avec des écoles pour les enfants. Enfin, un truc admirable. Hein, je veux dire, c'est autre chose que le NPA. Hein, et c'est malheureusement autre chose que ce qu'on ne pourra jamais faire à égalité et réconciliation. Mais j'ai peur malheureusement que la mise au pas de l'Italie fasse que même ça ne puisse plus exister demain et qu'ils en soient ramenés à la situation française. Et c'est ce qui est en train d'être fait, à mon avis, par cette opération très louche d'un type qui, à mon avis, a été fabriqué, instrumentalisé, et qui s'est suicidé après, j'ai oublié de raconter. Et c'est parfait, quoi. Il avait participé à 2-3 tables rondes de Casa Pound où il intervenait, donc pour qu'on ait les images, dans des débats de littérature. Entre-temps, psychiatrique, port d'armes, armé, tue des Noirs, hein, c'est bien volontaire, et se suicide après. Donc c'est le truc parfait qu'on appelle le type opération Monarque, qui ne sont pas du tout des choses si délirantes que ça. Hein. Il suffit de s'intéresser. Les films en ont parlé à une époque. Moi, je pense que tout ce dont le cinéma parle, c'est toujours l'écume de quelque chose qui existe dans la réalité au niveau des services et des opérations profondes.
Et voilà, donc ça veut dire que l'Italie a basculé récemment et qu'il y a une ère qui est en train d'être enclenchée, encore bien pire que l'ère Berlusconi, exactement comme ce qui va se passer en Tunisie, en Égypte demain, sera bien pire encore que les ères Ben Ali et Moubarak. Vous voyez, voilà. Et je pense que si tout ça n'est pas absurde et incohérent, si on renvoie à la lecture mondialisto-cabbaliste des choses. Voilà. Et donc, je suis allé voir Casapande, et j'espère que ce mouvement très respectable, qui devrait être le modèle de tous les mouvements d'insoumission néo-nationalistes, ou alternationalistes, pour reprendre un excellent terme de Martinez, parce que je pense que le bon concept, ça serait l'alternationalisme, qui n'est ni l'internationalisme ni l'altermondialisme, mais la solidarité des nations résistantes. Ce mouvement, j'ai peur qu'il faisait encore partie de la petite exception italienne, due à la situation italienne historique, et qui ne peut pas exister en France, ne pourra plus exister demain, et que ça va encore s'aggraver. Et que l'aggravation de la situation italienne, qui est le vrai fascisme tel que l'avait compris Pasolini et qui a sans doute valu sa mise à mort en 1975, ce fascisme italien va s'exprimer demain par la destruction et l'interdiction peut-être de Casapande. Ça sera le triomphe du fascisme que je combats moi, celui qu'avait parfaitement identifié, je le redis, Pasolini. Pasolini qui fait partie d'ailleurs des lectures des cadres de Casapande. C'est pour ça que c'est pas du Louis Alliot, vous voyez. Je remercie Louis Alliot de me servir de petit bonhomme comme ça, cette espèce de punching ball, de défouloir et de crachoir assez pratique. Voilà, ça fait du bien. Alors j'avais montré effectivement avec les fruits de la passion ce film, j'avais dit 85, je crois que c'est 81, bon, enfin c'est pas grave, où on voit Ariel Dombal se reprendre levrette, qui était pour montrer quand même la réalité de nos élites. Moi j'ai rien contre ça, comme pratique privée. Moi j'ai écrit Sociologie du dragueur, Misère du désir, je suis dans quand même quelque chose de vérité, j'assume mon passé, j'assume mon goût pour les femmes, enfin je veux dire, je ne suis pas un tartuffe et un menteur. Mais ces élites qui donnent des leçons de morale, etc., ce qui est insupportable, et qui se réclament du prestige, de l'autorité, moi je suis un punk. Ce qui est bien, c'est de montrer leur tartufferie, leurs mensonges et leurs dimensions cachées. C'est pédagogique, c'est moral, c'est politique et ils le méritent. Donc je veux dire, c'est une condamnation au nom de la vérité, je veux dire, pas au nom, je dirais, d'un déni de sexualité, car moi de ce point de vue-là, effectivement, je ne suis pas très musulman, je suis plus grec, on va dire. La nudité des corps ne me gêne pas, etc. Mais donc là, on m'a envoyé, parce qu'on m'envoie des tas de choses, des tas de gens m'envoient des tas de choses en sachant que je peux m'en servir, et je m'étais accroché avec Maffesoli, qui fait partie de ces élites, que j'avais, dans une sorte de pré-science, avait appelé Mefesoli, vous voyez, et parce qu'il m'était rentré dans la gueule et m'avait manqué de respect chez Tadei la dernière fois que j'y étais invité. Moi, je pense en effet que le complot judéo-maçonnique a fait son temps. Et enfin, on en connaît les origines, je pense que ce n'est pas ça qui est d'actualité, enfin, de mon point de vue. Par contre, si on veut prendre un peu de hauteur, ce n'est pas négligeable tout de même de voir qu'il y a eu une vraie déconnexion qui s'est établie entre une intelligentsia, dont pour partie nous sommes, mais pour les politiques d'une manière beaucoup plus forte, et le peuple. Ce n'est pas la première fois, alors là, je ne suis pas au Café du Commerce, donc je vais parler un peu latin, où il y a une sécession plébis. Où le peuple fait sécession. Et effectivement, j'avais dit que ce type était un maçon, un universitaire de deuxième zone qui avait été coopté par le politique, et que son titre de gloire avait été de donner un diplôme de sociologie à Elisabeth Tessier. C'était déjà pas terrible pour quelqu'un qui m'avait méprisé avec sa Légion d'honneur, de bourgeois à nos papillons, etc. Et là, on va m'envoyer un lien qui me dit que ce monsieur Maffesoli, et je dis c'est son droit, il fait ce qu'il veut, est inscrit sur un site de rencontre échangiste avec sa femme, et que l'annonce de son annonce, c'est qu'il cherche un jeune homme biactif. Il cherche la participation d'un jeune homme biactif, et on le mettra, la photo de lui et sa femme, assez jolie d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut être clair, ce monsieur Maffesoli, qui fait ce qu'il veut, cherche un jeune bisexuel pour baiser sa femme devant lui et l'enculer après. Voilà. C'est ça, voilà. C'est ça qu'on m'a envoyé sur Internet. C'est vérifiable, c'est un site de rencontre. Voilà, il fait ce qu'il veut, il peut peut-être m'attaquer, parce qu'effectivement c'est peut-être une attaque à la vie privée, mais comme c'est un cadre de l'université française et un donneur de leçons dans les médias, moi je trouve que c'est bien que les gens qui m'écoutent là sachent en gros que quand même, et là ça renvoie tout ça à la montée du satanisme, qu'on est quand même à une époque où nos élites donneuses de leçons sont toutes dans des pratiques. Là, on n'atteint même pas la pédophilie, qui est une catastrophe, effectivement, de nos élites. J'en parle comme je peux, parce que c'est très, très dangereux, pédocriminel, etc. Nous sommes même dans une période où nos élites
pour des raisons historiques qu'il faut expliquer justement par cette montée du mammonisme et du satanisme, sont pratiquement tous des gens qui sont à l'inverse de ce qu'on appelle des élites qui incarneraient des valeurs. Hein. Voilà, c'est des mecs qui existent parce qu'ils ont couché avec la patronne en abandonnant leur femme, des types qui finalement leur vie sexuelle cachée, c'est de faire baiser regarder leur femme se faire baiser et se faire prendre le levrette après par un jeune homme vigoureux. On fait ce qu'on veut dans la vie privée, mais c'est quand même un signe que globalement, l'autre, sa femme, a commencé par se faire fourrer dans des films érotico-pornographiques. Enfin, voilà, on en est à un moment donné où nos élites sont toutes totalement décadentes, sataniques, etc. Et je pense que c'est important de le savoir d'un point de vue sociologique. Voilà, c'est important de le savoir. Après, on fait ce qu'on veut, c'est la vie privée, etc. Mais je suis, comme je le dis, dans un discours de vérité. Donc voilà, ma dernière petite quenelle, finalement, après Ariel Dombal, c'est Monsieur Maffesoli. Alors voilà, il fait ce qu'il veut, ça me fait même marrer quelque part, mais c'est intéressant de savoir voilà, quelle est finalement la pratique intime, qui est sans doute révélatrice à un niveau symbolique et psychologique, d'un des pontes de l'université française qui me donne des leçons en latin sur les comment dirais-je, les plateaux de télévision et qui prétend incarner la morale. Quoi. Je veux dire, c'est ça le problème. Et me présenter moi comme quelque part un ignoble individu déviant. Voilà. Je n'en suis encore pas là, moi, au niveau des déviances. Hein. Vous aussi, vous êtes très sympathique. Et rangez votre pétard, vous serez encore plus sympathique. Moi, je vous propose un truc. Ma femme va mettre son déshabillé noir et on va se faire une jolie petite partie. Une partie de quoi? Jambes en l'air. Garçon, fille. De genre mélange. Ça vous tente? C'est-à-dire que... Mais c'est-à-dire que vous n'avez pas tellement le choix. Parce que moi, je vous tiens au bout de mon arme. On va vous rendre ce qu'on vous a volé, monsieur. On a bien bouffé, on a bien bu, c'est déjà pas mal. Moi, je veux vous voir baiser ma femme. Un par devant, un par derrière. Pendant ce temps-là, je vous enculerai. Bah et moi alors? Je tricote? Donc, on finit là-dessus. Ah oui, on va finir après sur mon bouquin. Donc ça, c'est pour Louis Alliot, qui dit que personne ne m'écoute et que personne ne me lit. Ce livre, Comprendre l'Empire, boycotté intégralement, mais que Marine Le Pen a eu la gentillesse de mettre sur son bureau, on le remettra, dont Jean-Marie Le Pen a fait l'éloge, et qui est très lu au Front National et ailleurs. Très lu. Hein. Nous le réimprimons là, cette semaine, pour la 8e fois. Nous en sommes à 32 000 exemplaires. J'aimerais bien que M. Alliot, je crois qu'il a comme formation d'avoir fait vaguement du sport-études en rugby ou je sais pas quoi, essaye un jour d'écrire un livre, soit qu'il n'en a jamais écrit, du niveau de celui-là, et qu'il arrive un jour à avoir plus de 30 000 personnes qui ont acheté le livre en librairie, malgré un boycott total. Et là, il pourra commencer à dire que personne ne m'écoute et que personne ne me lit. Hein, voilà. Donc je suis très lu et très écouté. Je l'invite aussi d'ailleurs à faire une vidéo sur Internet pour se répandre et me répondre, et voir de voir le compteur, combien il fera d'audience réelle. Voilà, s'il n'était pas Madame Le Pen, combien il ferait par ses qualités intrinsèques dans l'arène médiatico-intellectuelle. Voilà, parce que moi j'existe tout seul et contre tous. Hein, voilà. Dernière petite quenelle. Donc voilà, Comprendre l'Empire. Le livre qui explique tout ce dont je parle et reparle en permanence, parce que je pense qu'on ne répétera jamais assez tout ce qui est en train d'arriver. Tout est dans ce bouquin qui s'appelle Comprendre l'Empire. Demain, la gouvernance globale ou la révolte des nations, que j'ai écrit ces 3 dernières années, qui est déjà sorti il y a 8 mois, et qui disait et expliquait tout ce qui arrive en ce moment intégralement. Et c'est pourquoi ce livre est entièrement boycotté, mais absolument pas attaqué, car il est inattaquable. C'est ça le problème. Hein. Voilà. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, tout est dedans. Voilà. Hein, et toute ma cohérence aussi, pour ceux qui se posent des questions sur moi, est dedans. Mon positionnement, mes justifications, ma légitimation, mon honnêteté, mes combats primaires et secondaires, car j'ai lu, contrairement à Emmanuel Todd, j'ai lu Carl Schmitt, et j'ai vu que ce n'était pas juste un gros crétin de nazi, c'est un très grand penseur, parce que Todd un jour dégueulait sur Carl Schmitt, qui prouve qu'il a quand même des grosses lacunes intellectuellement. Voilà. Pour comprendre la hiérarchie de mes ennemis primaires et secondaires, et la hiérarchie de mes alliés premiers et seconds, je crois, et comprendre quelle est ma vision du monde, et d'où je sors tout ça, parce que là je ne fais jamais que broder sur cette structure. Voilà, ce livre qui pourrait s'appeler Mon combat si le titre n'avait pas déjà été pris, où il y a tout dedans, et je pourrais difficilement faire mieux. Voilà, c'est Comprendre l'Empire. Hein, voilà, demain, la gouvernance globale ou la révolte des nations. Nous y sommes, et nous y sommes chaque jour un peu plus. Merci à tous, et joyeux Noël.